Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix et en santé là où vous êtes en ce moment dans le monde. Bon la famille, en ce moment la situation elle est compliquée, on est en confinement, on ne sait pas quoi faire, donc du coup je me suis dit je vais me pencher sur les règles qui ont changé le cours du football. Et oui, il y a eu des règles, des choses importantes. Nous, on est là aujourd'hui à commenter le football et tout à gauche et à droite. Mais c'est important de savoir historiquement qu'est-ce qui a été fait, historiquement comment les choses se sont passées pour qu'on puisse aujourd'hui juger pleinement des décisions qui sont prises. Alors franchement, on va être très sérieux. Aujourd'hui, on va passer à travers une vidéo qui risque d'être intéressante. J'espère que vous êtes chaud parce que moi, je suis chaud. Accrochez-vous, c'est parti. Certains ne sont pas d'accord sur le fait que ce sont les Anglais qui ont créé le football. Mais derrière, on doit être très sérieux. C'est eux qui ont popularisé ce sport-là à travers le monde. Et c'est eux qui en ont écrit les premières règles. En 1866, tu vois réellement que le football est grandement inspiré du rugby. Au rugby, ils ont quoi? Ils ont les passes. Quand ils font les passes au rugby, ils ne les font pas en avant. Parce que derrière, au rugby, tu n'as pas le droit de faire une passe en avant. Tu fais des passes latéralement ou des passes en arrière. Au football, dans le temps, c'était comme ça. En 1866, on arrive, première règle. On décide de faire quoi? D'autoriser la passe en avant. Ça a été un changement monumental. Parce qu'avant, quand ils jouaient au football, je vous dis, les gars, ils jouaient de manière statique. C'était des passes latérales ou des passes en arrière. On va être très sérieux. Un joueur comme Rakitic. Non mais franchement, un joueur comme Rakitic, avant 1866, il aurait été parfait. C'est-à-dire ces genres de mecs-là qui sont incapables de faire une passe qui peut casser une ligne ou deux lignes, je vous dis, dans le temps, ils auraient été heureux. Du coup, en 1866, on instaure cette règle-là, on change le cours du jeu et à partir de ce moment-là, on a le droit de faire des passes en avant. En 1866, on inclut un nouveau type de hors-jeu. On va être très sérieux. Automatiquement, dès que l'attaquant était tout seul devant les buts et que entre les buts et l'attaquant, il n'y avait pas au moins 3 défenseurs, le joueur était considéré comme étant hors jeu. Donc dès lors, tu sens réellement que le football dans le temps, c'était pas un football pour jouer offensivement, c'était plutôt un football pour ne pas encaisser de but. Le but en tant que tel, c'était pas d'en marquer, mais de ne pas en prendre. En 1877, 11 ans plus tard, on change les règles des rentrées de touche. Enfin, pourquoi? Parce que les rentrées de touche à ce moment-là sont encore une fois inspirées du rugby. Au rugby, quand tu fais ta rentrée de touche, tu es obligé de la faire automatiquement de manière perpendiculaire à la ligne de touche. C'est-à-dire que tu ne peux pas la faire à gauche ni à droite, tu es obligé de la faire tout droit. C'est comme ça qu'ils font au rugby et tu vois les gars, ils se portent, ils soulèvent le mec, etc. Ils essaient d'attraper le ballon. Au football, avant, c'était comme ça. Dès lors, 11 ans plus tard, on change cette règle-là et on permet en fait de commencer à créer un football offensif. Il ne faut pas oublier que je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1866, ils font quoi? Ils permettent de pouvoir jouer en avant, de pouvoir faire la passe en avant, de pouvoir amener le ballon vers l'avant et d'amener le jeu vers l'avant. 11 ans plus tard, on commence à faire les touches vers l'avant. Du coup, le football, il évolue. Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, mais quand est-ce que les filets sont arrivés dans l'histoire du football? On va être très sérieux. 1890, les gars ils décident de mettre des filets. Avant il n'y avait pas de filets. Avant ils jouaient comme au quartier. On va être très sérieux. J'ai l'impression que c'était comme nous à Dakar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filet. Tu frappes le ballon, il traverse l'autoroute, tu es obligé de traverser les 2 voies de la VDN et tout pour aller chercher le ballon du n'importe quoi. On va être très sérieux. 1890, les gars se gèrent, ils mettent les filets. Ça peut paraître anodin, mais on va être très sérieux. Ça a rajouté du spectacle. Pourquoi? Parce qu'un an plus tard, 1891, on fait quoi? On crée les penalties. C'est-à-dire que quand tu as des filets et que tu te rends compte que tu as un football où il n'y a pas beaucoup de buts, c'est pas très attractif, tu as envie de faire vibrer ces filets-là. Parce qu'aujourd'hui, faire vibrer les filets, franchement, mec, c'est incroyable. C'est incroyable, on va être très sérieux. Aujourd'hui, les joueurs de football, ils vivent pour ça. Les attaquants, ils vivent pour ça. Marquer des buts, voir le gardien à terre et faire vibrer les filets. On va être très sérieux. 1891, on introduit les penalties. 1891, on introduit les penalties. Quand on parle de penalties, c'est aujourd'hui. Franchement, on va être très sérieux. Dans le temps, on appelait ça le tir de la mort. Je te dis, le tir de la muerte, il n'y a rien à dire, c'était un tir compliqué. Dans le temps, les pénaltys, ça se passait comment? Dans le temps, déjà, on va être très sérieux, il n'y avait pas d'arbitre. Donc en 1891, quand on introduit les pénaltys, à ce moment-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision de pouvoir siffler les pénaltys. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène un arbitre sur le terrain et on donne beaucoup plus de droits à cet arbitre-là. Pourquoi? Parce qu'avant, en tant que tel, il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que le football en tant que tel, il a cette connotation britannique-là. Et les Britanniques, ils ont un truc qu'ils appellent le gentleman agreement. Le gentleman agreement, c'est quoi? C'est quand franchement entre 2 gentlemen, on peut s'entendre sans aucun problème sur un point donné. Donc dans le temps quand ils jouaient au football, ils faisaient quoi? Ils avaient 2 équipes. Chaque équipe avait un capitaine ou chaque équipe avait quelqu'un qui avait été élu, voilà, un responsable d'équipe. Le mec, il venait et en cas où il y avait une faute, les 2 capitaines discutaient entre eux et d'un gentleman accord, ils décidaient de dire s'il y avait faute ou pas. Mais à un moment
donné, ça ne marchait plus. Parce que les gars, c'est des bandits. Les gars, ils commencent à te faire des tacles à la gorge, des tacles là-bas, etc. Des mains à gauche et droite. Donc à un moment donné, il y a eu tellement de bordel qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener un arbitre. 1891, on ramène vraiment l'arbitre. Et à ce moment-là, on donne à l'arbitre l'opportunité de pouvoir siffler. Cependant, l'arbitre n'est pas seul décisionnaire sur le terrain. Il n'est pas seul décisionnaire sur le terrain en 1891, parce qu'en 1891 jusqu'en 96, l'arbitre en tant que tel, pour qu'il puisse décider, il fallait que l'une des équipes interpelle l'arbitre. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, on fait faute, je vais voir l'arbitre, je dis, je pense qu'il y a faute, et là, l'arbitre peut venir prendre une décision. Sinon, il ne prenait pas de décision. Bref, à ce moment-là aussi, on crée les pénaltys, comme j'ai dit tout à l'heure, 1891. Et la création des pénaltys, franchement, moment historique. Moment magnifique. Franchement, moment magnifique. Ça a changé le cours du football. Ça nous a permis de voir des Panenka. 76, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Ouest. Franchement, en finale, qui rate avant? Uli Hones. Regardez les images. C'est Uli Hones. Uli Hones, le gars du Bayern là qui parle beaucoup, le vieux là qui a été PDG ici, etc. C'est lui qui parlait beaucoup, il est venu, il a foutu le ballon en l'air. Derrière qui arrive? Panenka, calmement, posé, il vient, il fait quoi? Une Panenka. On va être très très sérieux. L'instauration des pénaltys en 1891, ça a été un moment charnière dans le football. Ça nous a permis de voir des Cristiano Ronaldo, des gars qui ne savent faire que ça, frapper des pénaltys. Et des Léo Messi, des mecs qui ne savent pas frapper de pénaltys. J'ai envie de rajouter un autre truc par rapport aux pénaltys parce que c'est tellement intéressant. Les pénaltys, il y a tellement de choses qui se sont passées. Aujourd'hui, quand on frappe les pénaltys, on les frappe à 9,15 m, si je ne me trompe pas. Dans le temps, on les frappait à 11 mètres. Et dans le temps, tu avais le droit de les frapper n'importe où. C'est-à-dire qu'au moment où on avait tracé les 11 mètres, tu pouvais te mettre là pour frapper. J'ai l'impression que Léo Messi, dans le temps, il aurait gagné une Copa América. Parce qu'aujourd'hui, Léo Messi, j'ai l'impression que quand il est debout, assis, devant les buts, le pauvre, il panique. Pourquoi? Parce que les buts sont larges, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est trop proche. Messi, aujourd'hui, dès que tu le recules de 5-10 mètres et qu'il est en dehors de la surface de réparation, il claque des coups francs, on aurait dit des pénaltys. On va être très très sérieux. Je pense que Messi, en 1891, il aurait gagné la Copa América. Dernière grosse règle prise juste avant le début des années 1900, 1896, c'est fini, c'est bâché, c'est réglé, il n'y a qu'un seul maître à bord, c'est qui? C'est l'arbitre, il prend toutes les décisions qu'il veut. Juste avant la première Coupe du Monde en 1930 qui a été remportée par l'Uruguay, juste avant cette première Coupe du Monde là, en 1924, on arrive avec une nouvelle règle. Franchement, elle est très très importante, on peut marquer sur les corners. C'est-à-dire que c'est un fait qui peut paraître aussi anodin, mais derrière ça nous a permis de voir des Tony Kroos. Bandy Corner, Tony Kroos, franchement, les mecs qui savent enrouler des ballons de n'importe où. 1924, nouvelle règle, on peut marquer à partir des corners. 1925, on arrive, 5 ans avant la première Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'augmenter la capacité des joueurs à pouvoir marquer des buts. Parce qu'à un moment donné, le football, c'est du spectacle. Et le spectacle, le problème, c'est que tu as envie de le vendre. Et pour le vendre, il faut quoi? Il faut des buts. Il faut le rendre intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On assouplit la règle du hors-jeu. Tout à l'heure, je vous en avais parlé. La règle du hors-jeu dans le temps, elle était compliquée, c'était du n'importe quoi. C'est-à-dire que toi, tu étais attaquant, mais pour ne pas être hors-jeu, il fallait que derrière toi, entre toi et le but, il fallait qu'il y ait au moins 3 défenseurs. À partir de 1925, on décide de diminuer ce nombre-là à 2 défenseurs. Et à partir de ce moment-là, il y a plus de buts. Vous vous demandez sûrement quand est-ce que le hors-jeu moderne est arrivé? 1990. Comme j'ai eu à dire tout à l'heure, il y a eu différentes évolutions. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'attaquant, 3 défenseurs, le gardien. Ensuite, on est passé à l'attaquant, 2 défenseurs, le gardien. Donc du coup, s'il y avait l'attaquant et un seul défenseur, il était hors-jeu. Et en 90, on instaure enfin ce hors-jeu moderne-là qui met en fait en position de force les attaquants et derrière nous permet de voir un plus grand spectacle et beaucoup plus de buts, c'est-à-dire partir à la limite du hors-jeu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en 90, c'est terminé. L'attaquant en tant que tel, au départ du ballon, s'il est au même niveau que le dernier défenseur, il n'y a pas hors-jeu, il peut aller claquer son but. Comme j'ai eu à dire tout à l'heure, c'est en 1896, 5 ans après l'instauration des pénaltys en 1891, donc du tir de la mort, qu'à ce moment-là, en 1896, on a donné tous les pleins droits à l'arbitre et qu'à ce moment-là, l'arbitre n'avait plus besoin d'être sollicité à gauche ou à droite pour siffler ce qu'il voulait. Il pouvait siffler coup franc, penalty, ce qu'il a envie de faire. Du coup, on se pose certaines questions. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y avait des cartons? Non, il n'y avait pas de carton. Il n'y avait pas de carton. En fait, il n'y avait aucun carton. Donc, du coup, l'arbitre, il venait, tranquille, posé, il sifflait à gauche et à droite. Le problème, c'est qu'on ne pouvait jamais savoir, en fait, les intentions de l'arbitre. Il y avait trop de choses nébuleuses. Tu ne savais pas, en fait, si l'arbitre, il était fâché, s'il n'était pas fâché, s'il ne voulait plus que tu fasses ça, s'il voulait, etc. Bref, qu'est-ce qu'on fait? 1970, on instaure
les cartons. Enfin, le carton jaune et le carton rouge. Et à partir de ce moment-là, ça permet aux gens qui sont à la télévision, parce que le football avant, le problème c'est qu'on doit être très très sérieux. Le football avant, la manière à laquelle il est filmé, la manière à laquelle il est télévisé, c'est comment c'est en noir et blanc. Et donc du coup, tu vois même pas les couleurs des maillots. Tu regardais les matchs avant, tu savais même pas forcément qui jouait. Tu étais obligé de te baser des fois sur les couleurs des bas, etc. C'était compliqué. C'était pas très très attractif à la télé. 1970 au Mexique, on arrive avec quoi? La couleur. Frérot, ils ont mis la couleur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la plus belle Coupe du Monde de l'histoire. La première Coupe du Monde qui est diffusée en couleur. Et à cette Coupe du Monde-là, on décide d'instaurer quoi? Les cartons jaunes et les cartons rouges. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça a été compliqué pour que les gars l'acceptent. Mais dès lors, c'est devenu une règle extrêmement importante dans le foot. Une règle qui est restée à travers le temps. L'importance de ces cartons-là. Ces cartons-là qui permettent de donner à l'arbitre une certaine légitimité par rapport à sa décision qui est prise sur le moment. Et sincèrement, on doit être très très sérieux. Heureusement qu'ils ont inventé la couleur en 70 parce que ça a permis aux gens qui sont à la télé de savoir en fait l'intensité et la gravité de la faute que le joueur commettait, et au-delà de ça, ça leur a permis aussi de voir un spectacle sensationnel avec des Pelés, des Italiens, des maillots magnifiques, etc. Franchement, merci à la couleur. Tout à l'heure, je parlais du hors-jeu moderne en 1990 qui a été instauré, c'est-à-dire quand on est passé au fait que l'attaquant en tant que tel, il pouvait partir à la limite du hors-jeu quand il était sur la même ligne et le même alignement que le dernier défenseur sans aucun problème au moment du départ du ballon. Ça, c'est le hors-jeu que nous, on connaît, c'est le hors-jeu avec lequel on a vraiment grandi. À ce moment-là, en 90, quand ils instaurent ce hors-jeu-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de buts. Il y a beaucoup plus de buts, il y a un football beaucoup plus offensif, il y a un football très, très attrayant. En fait, ça fait plaisir. Et derrière, avec la télévision, tu vends ce football-là et le monde entier peut en profiter. Donc dès lors, qu'est-ce qu'ils font? Ils annulent une règle. Mais une règle qui est passée très anodine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous en parle, vous allez me faire mais oui, la passe en retrait, la passe en retrait. Avant, à un moment donné, le défenseur, il pouvait se retourner. Le gars, il n'avait pas de solution. Il faisait une passe à qui? À son gardien de but. Le gars, il attrape avec les mains. Et là, je parle de qui? Je parle des Rakitic. Eh ouais, encore une fois, Rakitic, champion du monde de la passe en retrait. Franchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être très très sérieux. Pour favoriser un football offensif, on a annulé cette passe en retrait-là parce que dès que les défenseurs étaient mal pris, ils donnaient au gardien. Le mec attrapait avec sa main, il prenait tout son temps. Dès lors qu'on a annulé cette passe en retrait-là, on est passé sur un football qui était obligé d'être porté vers l'avant parce que tu ne pouvais pas revenir en arrière parce que tu mettais ton gardien en situation de danger. Mais dès lors, cette règle-là nous a permis, quand on voit aujourd'hui, de nous donner des gardiens sensationnels, des Manuel Neuer, des Marc-André Ter Stegen, franchement, des gars qui sont capables aujourd'hui d'être des gardiens libéraux. Durant ces 20 dernières années, il y a eu d'autres règles qui ont été rajoutées à gauche et à droite. Par exemple, en 1998, les gars ils sont venus tranquillement, ils ont décidé que maintenant le tacle par derrière c'est sanctionnable directement dans le carton rouge. Ils ont eu raison. Tacle par derrière, tu vois pas le gars venir, tu peux pas l'éviter, il peut te casser les chevilles. Franchement, shout out à Valverde, sur Morata. Les gars, ils savent. J'ai même pas besoin de dire. Je montre juste la photo ou quoi que ce soit. Les gars, ils savent. Franchement, on va être très, très sérieux. Aujourd'hui, ça a été une règle qui a été importante. En 2006, ils ont instauré une nouvelle règle. On peut marquer sur les 6 mètres. On peut marquer sur les 6 mètres. Un gardien de but peut dégager un 6 mètres et le ballon rentre directement. On a vu des buts comme ça en première ligue. On a vu des gardiens marqués comme ça, etc. Donc, franchement, tu vois, il y a eu certaines évolutions dans le football. Il y a une évolution qui continue d'être. En 2014, on instaure la goal line technologie. Enfin, Dieu merci, 2010, les Anglais, ils sont fâchés. Frank Lampard, il sait, face aux Allemands, du n'importe quoi. Franchement. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Je me rappelle toujours de ce moment-là en Coupe du Monde où je pense que c'est Lampard qui frappe le ballon, il frappe la transversale, il rentre, l'arbitre dit il n'y a pas but. En 2014, c'est réglé, il y a la goal line technologie. C'est qui en bénéficie en premier? C'est les Français. En 2018, il y a la VAR à la Coupe du Monde qui en bénéficie en premier. C'est les Français, encore une fois. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans toutes les sauces. Mais bref, c'est pour dire, on va être très très sérieux, qu'il y a une certaine évolution dans le football. Certaines règles, ça prend du temps à se mettre en place. Mais derrière, quand je regarde bien, toutes les règles qui ont été mises en place, toutes les solutions qui ont été mises en place durant ces dernières années et tout, c'est dans le but de favoriser un jeu offensif. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai envie de finir en disant que le VAR, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il nous retarde. Parce que quand on regarde l'allègement du hors-jeu à travers le temps, tu te rends compte que cet allègement-là avait été fait pour favoriser le fait qu'on marque des buts. Aujourd'hui, oui, il y a eu des hors-jeux qui ont été flagrants, on est d'accord, c'est pas juste. Mais franchement, quand tu vois les hors-jeux au micro-centimètre, au micro-millimètre, au nano-millimètre ou je sais pas quoi, qu'on essaie de nous siffler en première ligue et tout, je suis désolé, mais j'ai l'impression que ça gâte l'esprit du jeu. J'espère que vous avez apprécié la famille. On se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche et on reste à la maison. Tous outsiders.